Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'histoire d'aujourd'hui est une affaire très récente, elle s'est produite en 2019. Nous allons nous plonger dans l'histoire d'un jeune couple aux attentes et aux envies différentes et c'est cela qui va mener au drame. Je ne vous en dis pas plus, je ne vais pas m'attarder davantage sur l'intro, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alexandria Costiol est née le 11 septembre 1997 de Cindy et Keith Costiol. Elle a un frère qui s'appelle Andrew, elle est originaire de Saint-Louis, dans le Missouri, et son surnom est Ali. Et d'ailleurs, nous allons l'appeler comme ça tout le long de cette affaire pour plus de simplicité. Au moment du drame, en 2019, Ali a 21 ans et elle est étudiante à l'Université du Mississippi à Oxford depuis maintenant 3 ans, depuis 2016. Elle est spécialisée dans le commerce et le marketing. Sur le campus, elle participe à de nombreuses activités, elle enseigne notamment le yoga, elle fait également partie du club de golf de son école. Elle est aussi membre de la sororité Alpha Phi et elle est également membre de la fraternité Alpha Kappa Psi. Donc elle est vraiment très active au sein du campus. Bon, de toute façon, Ali rêvait depuis toujours d'aller à l'université. Elle avait vraiment très hâte de vivre sa vie universitaire, de participer à l'histoire et aux traditions de l'école. Ali allait obtenir l'année suivante, en 2020, son diplôme et ensuite elle espérait travailler dans l'industrie de la mode. Niveau caractère, c'est une fille pétillante, amusante, elle aime de nombreuses choses, telles que les animaux, les fleurs, les couchers de soleil. Elle a d'ailleurs un compte Instagram dédié uniquement aux couchers de soleil. Elle a aussi fait de nombreux sports dans sa vie, tels que du cheerleading, de l'athlétisme, et elle s'est aussi rendue au Pérou ainsi qu'en Afrique en tant que bénévole pour enseigner l'anglais à de jeunes enfants. Et enfin, Ali rêvait de se marier et d'avoir des enfants, et de ce que j'ai lu, elle espérait trouver l'homme de sa vie à l'université. C'était un peu pour elle le cadre idéal, l'université, pour trouver un futur mari. Le 20 juillet 2019, le corps d'Ali Costiol est retrouvé sur un camp de pêche abandonné à environ 48 km du campus universitaire. Elle a reçu 9 balles dans le dos. Les douilles ont été retrouvées sur les lieux et il s'agit de douilles de calibre 40. Son sac à main avec certains de ses effets personnels à l'intérieur ont été retrouvés non loin sur le bord de la route. Concernant l'enquête, elle a été extrêmement rapide. Le coupable a été arrêté seulement 3 jours après la découverte du corps d'Ali. Regardons tout de suite ce qui a permis une arrestation aussi rapide. Tout d'abord, on a appris que la mère d'Ali avait téléphoné à sa fille seulement quelques heures avant sa mort. Il était environ 7 heures du soir lorsqu'elles se sont appelées et à un moment, au cours de la conversation, sa mère lui a demandé ce qu'elle avait prévu de faire après et Ali lui a répondu qu'elle allait sortir avec des amis. Et même pas 24 heures après cet échange, Ali est retrouvée morte. Donc là, nous avons une première piste. Avec qui est-elle sortie ce soir-là? Les enquêteurs vont le découvrir très rapidement grâce à la montre d'Ali. Toutes les réponses se trouvent dans la montre. Initialement, les enquêteurs espéraient retrouver le téléphone d'Ali car il aurait pu nous donner des réponses sur ce qu'elle avait fait le soir de sa mort, mais surtout avec qui. Sauf que les enquêteurs ne l'ont pas trouvé. Son téléphone n'était ni sur elle, ni dans son appartement, ni dans son sac. Il avait tout bonnement disparu. Ils ont alors tenté de le localiser, de borner son téléphone. Il n'a sonné qu'une seule fois, puis après, le signal a disparu. Mais par contre, dans son appartement, ils ont retrouvé son Apple Watch, donc vous connaissez probablement, c'est une montre connectée, et grâce à cette montre, ils ont trouvé des messages. Ils ont trouvé des longs messages, des longs échanges qu'elle a eus avec un certain Brandon Fisfeld. Brandon et Ali se sont rencontrés 3 ans plus tôt lors de leur première année d'université. À ce moment-là, Ali le trouvait plutôt mignon, elle avait eu un petit coup de cœur pour lui. Ils sont finalement sortis ensemble, mais par la suite, ils ont connu plusieurs ruptures. Ils avaient vraiment une relation assez compliquée, assez complexe, mais ça, je vous en parlerai davantage après au cours de la vidéo.
En tout cas, d'après les messages, Brandon et Ali avaient l'intention de se voir le soir du meurtre. Après que les enquêteurs ont donc découvert que Brandon semblait être la dernière personne qu'Ali a vue, ils ont forcément voulu le rencontrer pour lui parler. Sauf que Brandon ne se trouvait pas à l'université à ce moment-là, il n'était pas sur le campus puisque c'était le week-end. Pour vous remettre un peu dans le contexte temps, le corps d'Ali a été retrouvé la veille du vendredi, sa montre, elle, a été retrouvée du samedi, et Brandon, lui, comme c'était le week-end, il n'était plus là, il n'était plus sur le campus. Alors ils l'ont appelé 2 fois, une fois le samedi soir puis une autre fois le dimanche. Et il leur a répondu, il leur a dit qu'il n'était pas disponible du week-end, mais que par contre, ils pourraient se voir, ils pourraient discuter du lundi. Donc ils ont fixé une rencontre lundi au poste de police à 8h30. Sauf qu'une fois le lundi venu, Brandon n'est jamais arrivé. Il ne s'est jamais présenté au poste de police. Et comme il n'est pas venu au rendez-vous, les enquêteurs ont tout de suite pris les devants. Le jour même, le lundi matin, ni une ni deux, ils ont décidé de le localiser grâce à son téléphone pour le retrouver. Donc ils ont pu le suivre en temps réel, voir où il était. Ils ont vu qu'il était sur l'Interstate 55 en direction de Memphis, au Texas. Au Texas se trouve sa famille, donc visiblement il est en route pour se rendre chez eux. Mais pour les enquêteurs, il semble s'enfuir. Ils ont alors prévenu d'autres équipes de police, d'autres patrouilles, notamment le groupe de travail sur les fugitifs, car à ce moment-là, il était vraiment considéré comme un fugitif. Et environ 2 heures plus tard, Brandon est retrouvé dans une station-service. C'est là qu'il est arrêté. Nous sommes le lundi 22 juillet 2019, 3 jours après la découverte du corps d'Ali. Brandon Fisfeld est arrêté pour son meurtre. À la station-service, la police a fouillé dans son véhicule et c'est là qu'ils ont retrouvé une arme de calibre 40 qui correspond donc au calibre des douilles retrouvées sur les lieux du crime. Du sang est également trouvé sur les vêtements de Brandon. Quant à Brandon, il semblait à ce moment-là plutôt calme et il a demandé un avocat. Pour vous parler maintenant un peu de Brandon Fisfeld, de qui il est, eh bien il est originaire du Texas. Il est le fils d'un médecin. Au niveau de son enfance, il a vécu une enfance plutôt typique. Il a reçu beaucoup d'amour dans sa famille, une famille de confession chrétienne. Il aimait le plein air, il aimait la chasse, la pêche, c'était aussi un joueur de football et il n'a aucun antécédent de violence. Par contre, un étudiant d'université a décrit Brandon comme misogyne, arrogant, grossier. Il l'a aussi décrit comme un garçon à papa, que Brandon se vantait apparemment de l'argent de son père, que son père avait beaucoup d'argent et qu'il pouvait ainsi le sortir de n'importe quelle situation. Donc il avait un peu ce genre d'attitude. Voilà pour son petit portrait. Il est temps maintenant de vous parler de la relation de Brandon et Ali. Tout a donc commencé lors de leur première année d'université. Ils se sont rencontrés dans un bar local, puis ensuite, de fil en aiguille, ils ont commencé à sortir ensemble. Leur relation est ensuite devenue compliquée au cours de leur deuxième année d'université. Ils ont connu à ce moment-là plusieurs ruptures. Et il faut savoir que tous les deux ne vivaient pas du tout la relation de la même manière, mais vraiment pas du tout. Du côté de Brandon, c'était une sorte d'amour non réciproque. Il est possible qu'il aimait, mais beaucoup moins qu'Ali. Pour lui, c'était vraiment plus une relation occasionnelle et sexuelle. Par contre, du côté d'Ali, elle ne voyait pas les choses de la même façon. Elle considérait leur relation comme sérieuse. Elle était amoureuse de lui. J'ai lu qu'elle était même fascinée par lui. Donc ça peut être tout de même dangereux d'être complètement fasciné, accro, dépendant de quelqu'un, et je dirais même aveuglé, parce elle devait voir qu'il ne l'aimait pas et ne la considérait pas comme elle aurait souhaité. Les meilleurs amis d'Ali trouvaient leur relation étrange. Pour elle, ils ne sont jamais sortis véritablement ensemble, ce n'était pas une relation de couple, c'est-à-dire qu'ils ne se comportaient pas comme un couple. Par exemple, ils ne sortaient jamais ensemble pour manger quelque part, ils ne faisaient pas de choses ensemble, pas de sorties, rien. C'était plus une relation intermittente.
D'ailleurs, toutes les amies les plus proches d'Ali n'ont jamais rencontré Brandon et ne connaissaient même pas son nom de famille. Une seule peut-être l'a rencontré une fois, mais vraiment pas plus. Alors qu'en tant que meilleure amie, tu connais forcément le petit copain de ta dite meilleure amie. Ali était aussi très proche de ses parents, elle racontait notamment beaucoup de choses à sa mère, mais pareil, sa mère n'a jamais entendu le nom de Brandon. Donc elle restait tout de même assez discrète sur cette relation, ce qui peut laisser suggérer qu'elle savait finalement qu'il ne s'agissait pas d'une vraie relation de couple. Personnellement, je pense que Brandon ne l'aimait pas, ou bien il l'aimait, il avait forcément un peu d'affection pour elle, mais vraiment pas autant qu'elle aurait voulu. C'est vraiment dommage de se mettre ensemble, de débuter une relation quelle qu'elle soit, alors que tous les deux n'ont pas du tout les mêmes attentes. Brandon lui disait apparemment qu'il ne se considérait pas assez bien pour elle, pour qu'ils puissent être ensemble. Bon, ça par contre, je pense que c'est un petit peu une sorte de manipulation pour qu'ils puissent continuer leur relation sans pour autant s'engager complètement. Ce qui est dangereux encore une fois, puisqu'elle, elle l'aimait vraiment. Je pense qu'ils vivaient réellement une relation intermittente, une relation occasionnelle, comme l'ont d'ailleurs décrit les amis d'Ali. Mais Ali, elle devait toujours espérer autre chose, elle devait vraiment voir les choses autrement. Comment leur relation, qui était déjà assez complexe, a pu se terminer aussi tragiquement? Eh bien, les réponses se trouvent dans leurs messages, dans les messages qui ont été retrouvés dans la montre d'Ali. Les enquêteurs ont fouillé et les ont remonté tous les messages, toutes les conversations entre Ali et Brandon, et ils ont trouvé quelque chose de vraiment très intéressant qui expliquerait pourquoi Brandon est passé à l'acte. Tout commence en avril 2019, 3 mois seulement avant la mort d'Ali. Un jour d'avril 2019, Ali envoie une photo à Brandon. Une photo d'un test de grossesse. Comme vous l'avez vu dans ces conversations, Ali pensait donc être enceinte, mais elle n'était pas sûre. Sur la photo qu'elle a envoyée, le test n'était pas clair, c'était ambigu. Il y avait apparemment un trait bleu léger, partiel, mais dans le cas où elle serait réellement enceinte, elle était plutôt indécise quant à la décision à prendre, mais il est plus possible qu'elle aurait gardé le bébé. Tandis que du côté de Brandon, lui, il était clair dans sa décision, il ne voulait absolument pas d'enfant et voulait, dans le cas où elle serait enceinte, qu'elle mette fin à sa grossesse, qu'elle avorte. Il a même été retrouvé dans ses recherches internet, la mère veut un enfant, le père ne le veut pas. Et cette possibilité de grossesse a été au cœur de nombreux échanges, de nombreux messages entre eux durant des semaines. Ali, elle, essayait de lui en parler, mais Brandon ignorait ces messages. Et quand ils devaient en parler tous les deux de vive voix, en personne, eh bien Brandon ne venait pas au rendez-vous. Elle envoyait de nombreux et longs messages, jour comme nuit, à Brandon, mais c'était vraiment des conversations à sens unilatéral, puisque lui, il ne répondait pas, ou lorsqu'il répondait, il répondait vraiment tardivement. Dans ces messages, on voit qu'Ali essaie d'attirer tant bien que mal l'attention de Brandon. Il faut maintenant savoir qu'il y a aussi eu des doutes sur le fait qu'Ali faisait peut-être semblant d'être enceinte. Je m'explique. Il est possible qu'elle ait prétendu à Brandon être enceinte alors qu'elle savait qu'elle ne l'était pas. Bon, au début, elle était réellement inquiète, elle a fait plusieurs tests, les tests n'étaient pas clairs, les tests étaient ambigus, elle avait aussi apparemment des pertes de sang, sauf que finalement, les tests se sont avérés négatifs. Elle n'était pas du tout enceinte. Et au moment de sa mort, des analyses médicales ont été faites et il a été confirmé qu'elle n'était pas enceinte. Sauf que durant 3 mois, elle continuait à dire à Brandon chaque jour qu'elle était peut-être enceinte. Durant 3 mois. Elle lui envoyait même des photos de son ventre.
Je pense personnellement qu'elle essayait d'attirer l'attention de Brandon afin qu'il s'implique dans leur relation et aussi peut-être ainsi avoir une vraie relation sérieuse avec lui. Sauf que ça a complètement fait l'effet inverse, Brandon s'éloignait et il répondait de moins en moins à ses messages. Rappelons tout de même qu'Ali était vraiment amoureuse de Brandon et que pour elle, l'université, c'était vraiment le cadre idéal pour trouver un mari et un père. En tout cas, la découverte de ces messages a donné un motif de meurtre aux enquêteurs. Il a tué Ali par peur de devenir père. Après avoir trouvé le motif du meurtre, les enquêteurs ont trouvé ensuite des preuves montrant que le meurtre était prémédité, planifié. On aurait peut-être pu penser qu'il a eu un coup de froid, un coup de sang à cause d'une énième conversation sur la prétendue grossesse, mais non, il a été découvert des preuves qu'il a prémédité son geste. Il a été découvert que le 14 juillet 2019, Brandon a publié une photo de son arme sur les réseaux sociaux avec comme légende « Ramenez enfin mon bébé à Oxford ». En fait, son arme se trouvait chez ses parents au Texas et là, comme ça, soudainement, il a décidé de ramener son arme chez lui à Oxford. C'est plutôt étrange. Surtout que 2 jours plus tôt, Ali venait de lui envoyer une nouvelle fois une photo de 2 autres tests de grossesse et ces 2 tests étaient aussi apparemment toujours ambigus avec des traits partiels légers. Donc ça, pour les enquêteurs, c'est une preuve qu'il a prémédité son geste. Un autre élément qui appuie davantage la thèse de la préméditation, c'est son historique d'ordinateur. Brandon a fait plusieurs recherches troublantes. Il a recherché sur Internet comment échapper à un crime, comment dissimuler un crime, comment attacher les gens, comment les attirer, et il a aussi fait une recherche sur Ted Bundy. Brandon Fisfeld aurait donc soigneusement élaboré un plan. D'autres recherches ont aussi montré qu'il ne savait pas manipuler son arme et donc il cherchait aussi comment l'utiliser. Il a notamment tapé sur Internet quel bouton fait quoi sur un pistolet Glock. Et enfin, dernier élément, dans son appartement a été retrouvée une lettre écrite par lui destinée à ses parents et cette lettre semble être des aveux, semble être une confession de meurtre. Il est écrit: j'ai toujours eu des pensées terribles, ces pensées ont été alimentées par la cocaïne et l'alcool, je pense que c'est la fin pour moi, soit je vais en prison, soit je vais mourir. Et il écrit ensuite: je sais que je vais me faire prendre. Nous allons maintenant faire un petit retour en arrière afin de voir comment ça s'est produit. Nous allons faire un bond de quelques heures avant le meurtre, puis ensuite nous allons remonter jusqu'au moment du drame. Le jeudi 18 juillet 2019, peu avant 2h du matin, Ali envoie à Brandon une photo de son ventre. Le lendemain, le vendredi 19 juillet, Brandon envoie ce SMS à Ali. Environ 2 heures plus tard, Ali lui envoie une autre photo ainsi que ce message. Après quelques messages supplémentaires d'Ali, Brandon écrit cette fois: en fait, pour vous expliquer brièvement, du vendredi soir, Ali avait déjà une sortie de prévue, alors il devait se voir une fois qu'elle serait rentrée de sa sortie de sa soirée. Ali était sûr à ce moment-là qu'ils allaient discuter de sa grossesse, sauf que Brandon, de son côté, lui, à ce moment-là, il pense au meurtre. D'ailleurs, on peut voir que dans son dernier message envoyé, il s'assure qu'il n'y aura personne, qu'il n'y aura pas de témoin. Le 19 juillet 2019, à 23h52, Ali Costillol est vue sur une vidéo de surveillance en train de sortir d'un bar d'Oxford Square. Elle est ensuite montée dans un Uber et elle est rentrée chez elle. Une fois rentrée chez elle, il est environ 1h30 du matin, c'est à ce moment-là que Brandon vient la chercher chez elle. Elle monte alors dans sa voiture, puis ensuite il conduit sur une route sombre et isolée jusqu'à Sardis Lake, le camp de pêche abandonné. Une fois sur les lieux, ils se sont assis autour d'une table de pique-nique, ils ont bu des canettes d'alcool, ils ont probablement parlé de la grossesse, puis il lui a tiré dessus. Il est environ 2h15, 2h30 lorsque les coups de feu sont tirés.
11 douilles ont été retrouvées sur les lieux, sauf qu'Ali a été tué de 9 balles. En fait, il a raté 2 tirs. Un tir était dirigé vers le lac, puis un autre a touché la table. Voilà comment ça s'est produit et voilà pourquoi ça s'est produit. Il a tué car il pensait qu'il allait devenir père. Au départ, Brandon Fisfeld a été arrêté pour meurtre qualifié. Il risquait alors la peine de mort. Sauf que finalement, avant que le procès ne débute, un accord a été trouvé entre les deux parties, entre l'accusation et la défense. L'accord, c'est que Brandon plaide coupable de meurtre au premier degré, car jusque-là, lui, il se disait non coupable. Et avec cet accord, les deux parties sont, disons, gagnantes, car du côté de l'accusation, eux, ça leur permet tout simplement que Brandon admette le meurtre et aussi qu'il soit automatiquement condamné, tandis que du côté de la défense et du côté de Brandon, déjà ça lui évite un lourd procès de plusieurs semaines face à un jury, mais surtout ça lui évite l'éventuelle possibilité d'être condamné à mort. Et en plaidant coupable de meurtre au premier degré, il écope automatiquement d'une peine de prison à vie. Brandon Fisfeld passera le reste de ses jours en prison. Voilà pour cette affaire que je trouve vraiment très triste. Deux jeunes qui sortent ensemble et qui n'ont pas du tout les mêmes attentes. Il est vraiment très important dans une relation, quelle qu'elle soit, que les deux parties soient en accord avec le type de relation qu'ils souhaitent. Ici, Ali voulait une relation sérieuse, tandis que Brandon, pas du tout. Alors attention aux mots qui vont suivre, gros warning, je ne blâme absolument pas la victime, mais dans le cas où elle aurait vraiment inventé sa grossesse, comme certains articles que j'ai lus le laissent penser, il était sûr que la suite s'annonçait compliquée. Pas inventée, car au début elle était vraiment inquiète, le doute planait, mais du moins faire durer l'idée qu'elle était enceinte, en envoyant continuellement des messages, en envoyant des photos de son ventre, alors qu'elle savait peut-être finalement qu'elle ne l'était pas. Évidemment, elle ne méritait pas de mourir, ce n'est pas du tout ce que je dis, mais on ne peut pas mentir sur ce genre de choses, même pour attirer l'attention de quelqu'un. Et les gens sont surtout tellement imprévisibles. Une grossesse, c'est vraiment une grosse nouvelle, surtout pour des jeunes de cet âge. Avoir un enfant, c'est une responsabilité et ça chamboule vraiment toute une vie. Et pour le coup, ça a vraiment chamboulé durant des semaines et durant 3 mois Brandon. Mais laissons le doute planer, on ne sait pas, on ne le saura jamais. Au départ, oui, elle était vraiment inquiète, elle ne savait pas si elle était enceinte ou non, ses tests n'étaient même pas clairs, étaient ambigus, elle avait aussi apparemment des pertes de sang, elle sentait que quelque chose n'allait pas en elle. Mais la question c'est, est-ce que par la suite, elle a su ou pas qu'elle était enceinte, ou est-ce qu'elle était vraiment convaincue durant 3 mois d'être enceinte ? Peut-être que tous les tests qu'elle a fait durant 3 mois étaient effectivement ambigus. On ne sait pas non plus si elle a eu ses menstruations ou non durant cette période. Peut-être qu'elle a fait une fausse couche. Vraiment, il y a encore une véritable zone d'ombre à ce niveau-là. Après, on ne sait pas non plus ce qu'on ferait par amour et surtout par désespoir. Ça faisait tout de même 3 ans qu'elle était enfermée dans cette relation étrange. En tout cas, médicalement, après analyse, on sait qu'elle n'était pas enceinte. Brandon a aussi fait plus tard des déclarations à ce sujet-là. Il avait apparemment des doutes aussi quant au fait qu'elle soit enceinte ou non. Apparemment, il ne la croyait pas totalement, mais bon, pour autant, ça ne l'a pas empêché de la tuer pour cette raison. Il faut savoir aussi que Brandon a déclaré l'avoir tuée car il était sous l'influence de la drogue et de l'alcool. Ce soir-là, il avait pris de la cocaïne et donc apparemment, il n'avait plus toutes ses facultés. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il avait écrit dans sa lettre. Pour en finir maintenant avec cette affaire, je vais vous parler rapidement de la police, car cette fois on peut dire que bravo. C'est une enquête qui s'est terminée aussi vite qu'elle a commencé. Ils ont trouvé de nombreuses preuves, des preuves accablantes et sans équivoque. Il y a les messages qui donnent un motif de meurtre, il y a la lettre de suicide, le sang sur ses vêtements, les douilles qui proviennent du même type d'arme qu'il a, il y a aussi les recherches internet qui prouvent la planification, mais en fait c'est surtout le fait qu'ils ont agi rapidement, ils ont agi tout de suite le jour même, ils l'ont poursuivi le lundi même pour ne pas qu'il s'enfuit, alors que dans d'autres postes de police, chez d'autres enquêteurs, je pense honnêtement que ça aurait été fait différemment. Les enquêteurs auraient probablement agi autrement, tout le monde ne l'aurait pas poursuivi comme eux l'ont poursuivi.
Brandon ne s'est pas présenté à 8h30, donc à 9h, ils étaient déjà en train de le localiser. En tout cas, c'est une affaire vraiment tragique. Dites-moi ce que vous en pensez. J'attends vos retours dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de vous lire. Prenez surtout bien soin de vous et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.